Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans M, le mag de la rédac. On parlera musique ce soir avec le chanteur bruxellois Getch Gaetano qui sera là en fin d'émission, qui sort un nouvel album, Chansons pour les clous. Fenêtre ouverte sur le Pays Basque. Ensuite, c'est un festival en cours depuis quelques jours à Bruxelles, on en parle tout à l'heure. Et puis, avant tout, la région bruxelloise, vous l'avez entendu dans le journal, a fourni 700 tablettes à des écoles secondaires. Que va-t-on faire avec ces tablettes? Eh bien, on va évidemment les utiliser en classe. On en parle dans un instant avec nos premiers invités, mais on regarde d'abord ce reportage. Qu'est-ce que ça donne? Une tablette numérique en classe. Exemple à l'Athénée Léon Lepage qui l'utilise déjà depuis quelques mois. C'est un reportage qui avait été réalisé au mois de janvier par Carmen Coulon. Un cours de latin un peu particulier dans cette classe de première secondaire à l'Athénée Léon Lepage. Ici, sur les pupitres, pas de livres et pas de classeur, mais une tablette numérique. Les 24 élèves en ont reçu une et depuis quelques mois, ils suivent le cours de latin avec cet outil facile à manipuler et dans lequel toute la matière a été intégrée. Le résultat est incroyable. Ils ont appris à adorer le latin et chacun va à son propre rythme. On a des exercices en jeu, c'est cool, c'est chouette. On ne devrait plus chercher dans notre cahier, on doit juste aller ici et on écrit la page et puis c'est tout. Et part direct dans l'exercice qu'on veut. Qu'est-ce qu'on te demandait de faire au cours de latin, par exemple, avec la tablette? Par exemple, pour trouver des mots qu'on ne comprend pas en latin, c'est ça. Dans ce projet pilote, pour l'instant, on ne voit que des avantages, au point de réduire les échecs scolaires. Séduits par une pratique pédagogique différente, la plupart des professeurs vont travailler leurs cours avec la tablette, y compris les interros et les examens. Une fois qu'ils sont dedans, ils ont 1000 questions. Et là, tous les élèves. La grosse différence, je pense, c'est que tous les élèves ont envie de participer. Le numérique s'est installé dans toutes les classes de première. Mais pas question d'emporter les tablettes. C'est une question de sécurité et éviter bien évidemment que les élèves ne les perdent ou ne se les fassent voler. Et puis la deuxième raison aussi, c'est d'éviter qu'elles ne soient utilisées de manière intensive en soirée et parfois même la nuit. Le projet tablette est le premier à Bruxelles. Près de 80 000 € ont été alloués à ce projet original. Voilà, autour de cette table, Odile Flamand, bonsoir. Vous êtes la créatrice d'une maison d'édition Côte un peu particulière, qui crée des applications pour tablettes numériques. Et puis Ahmed Medoun, président de Scola ULB, qui est une association qui est active dans le soutien scolaire. Pour faire simple. On expliquera tout à l'heure quelle est votre actualité aujourd'hui. Alors, ce qu'on a vu dans ce reportage, Ahmed Medoun, c'est la classe du futur? C'est la classe du futur, mais il ne faut pas que ce soit une classe en rupture avec le passé. C'est pas parce qu'on a une tablette, c'est pas parce que les apprentissages se font par le numérique aujourd'hui qu'il faut oublier ceci, par exemple, parce que tout le monde sait que l'écriture cursive a quand même encore toute une série d'avantages, même si dans certaines régions des États-Unis, on a décidé de mettre un trait sur le crayon, eh bien, je crois qu'il y a quand même quelques dangers. Ceci étant, je crois que c'est quand même important que nos écoles ne soient pas à la traîne au moment où la révolution numérique fait la différence entre ceux qui savent, ceux qui ont accès, et puis ceux qui n'y ont pas accès, d'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup de savoir, et on le verra sans doute tout de suite, beaucoup de savoir passe nécessairement par ce canal. Par le net, forcément. Odile Flamand, c'est l'outil indispensable du futur à l'école? C'est un outil parmi d'autres, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas abandonner les autres outils en main. C'est un outil qui demande beaucoup d'efforts aussi et un petit peu plus de formation que ce qu'il peut y avoir. Au moins, c'est le ressenti que j'ai lorsque je rencontre des enseignants. Et on entend dans ce reportage les atouts que peut représenter la tablette, apparemment en diminution d'échecs. Vous y croyez, ça, que ça peut faire diminuer l'échec scolaire? Je crois que ça peut motiver certains enfants peut-être en rupture ou en difficulté à prendre plaisir. Le mot plaisir aussi peut être à nouveau là. Plaisir de lire, plaisir d'apprendre à calculer. Mais c'est pas forcément non plus juste une histoire d'échec, c'est aussi une autre façon de travailler. Il y a des enseignants en France, en maternelle, qui arrivent à mettre en place des projets. Donc, vous imaginez des petits bouts de choux de 3-5 ans qui montent des projets, qui deviennent créateurs de contenu eux-mêmes à partir de la tablette. C'est un outil nouveau, Ahmed Medoun, auquel les enfants doivent s'habituer, mais je vais même dire surtout les enseignants, en fait, parce que c'est pas tellement la génération des enseignants, en plus de celle des enfants.
C'est vrai que les enseignants, on leur demande tellement de choses, ils doivent s'adapter à peu près à toutes les révolutions. Et il y a encore effectivement beaucoup de boulot pour être prof du numérique. Mais c'est vrai qu'ici en particulier, la voie positive que moi j'y vois, c'est qu'une tablette, elle peut associer deux choses. De quoi comprendre, mais aussi un élément d'émotion. Et on sait bien que le chemin pour aboutir à des savoirs passe aussi par l'émotion. Et la tablette propose cela. Et on entendait dans le reportage travailler à son propre rythme. Il pourrait y avoir alors comme ça des niveaux différents, chacun avance à sa vitesse. Certainement, c'est vrai que les classes aujourd'hui, l'une des grandes difficultés quand on est prof, c'est la diversité, l'hétérogénéité, pour utiliser un mot savant, des vitesses d'apprentissage dans les classes. Et aujourd'hui, que font les profs ? Ils inventent des tas de ruses pour faire en sorte que le plus grand nombre d'enfants dans une classe puissent réussir. Alors aujourd'hui, vous organisiez donc Scola ULB, votre association, le Forum des innovations en éducation qui était centré cette année sur les écoles primaires. 21 écoles primaires de Bruxelles d'ailleurs y ont participé. Qu'est-ce que c'est une innovation ? Est-ce que ça implique alors forcément qu'il y ait des innovations technologiques ? Pas nécessairement. L'innovation, c'est d'abord un chemin qu'un enseignant emprunte lorsqu'il considère que les méthodes traditionnelles empêchent qu'une majorité d'élèves dans sa classe puissent trouver le chemin de la réussite. Faire réussir le plus grand nombre, accrocher aux apprentissages le plus grand nombre. C'est ça l'objectif des innovations. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'Arlon à Ytre, de Scarbeck à Evere, il y a une très grande diversité de pratiques, du théâtre à l'école jusqu'au numérique à l'école, des écoles qui sont très solidaires et qui créent par exemple un petit bus pour aller porter un secours médical en Afrique. Aujourd'hui, près d'1 millier d'actions innovantes sont sur le site de scolaulb.be. Et ces innovations, vous savez, elles montrent aussi un autre visage du prof. Et ça, c'est très important à l'heure, en particulier à Bruxelles, où on manque de profs. Ces façons d'être un prof aujourd'hui, au XXIe siècle, rendent certainement le boulot, la profession, plus désirable, et ça c'est important. Alors Odile Flamand, vous étiez présente aussi à ce forum des innovations, et vous avez rencontré des enfants. Au départ, vous ce que vous faites, donc, c'est que vous créez des applications pour iPad. Quel type d'applications elles sont vraiment destinées aux enfants, et pas nécessairement en classe, mais à la maison aussi? C'est une maison d'édition presque classique, c'est juste le format qui change. Donc les livres sont maintenant sur la tablette. Oui, nous avons ce que nous appelons 3 livres applications ou livres applicatifs, dont l'un avec Dominique Mas, Bleu de Toi. C'est un auteur, illustrateur jeunesse qui a déjà publié plus de 80 livres. Et on parlait d'émotion tout à l'heure, et lui est tout à fait dans cette veine-là. Il voulait créer un livre papier pour le coup, pour communiquer tout l'amour qu'il a pour sa fille, mais il ne savait pas comment le faire. Donc on va voir un petit bonhomme tout au long d'un apprentissage, de cette relation qu'on peut avoir avec l'enfant, et tout est en émotion, en surprise, en petits cadeaux ici, par là. Et montrez-nous en image peut-être une autre application que vous nous avez préparée, qui elle concerne donc toujours les enfants et qui sont des conseils en fait. C'est quoi exactement? Alors en fait ça s'appelle Pour les petits doigts appliqués. On voit en même temps ce qui se passe sur l'écran. C'est la suite d'un billet que j'avais écrit au moment où j'ai créé Code, qui était en fait à propos des règles qu'on pouvait mettre en place à la maison pour faire en sorte que l'enfant ne fasse pas tout et n'importe quoi avec la tablette. Donc ici, on a sélectionné, il ne va pas venir forcément, c'est toujours comme ça que ça se passe quand on fait des... ça ne marche jamais en direct, c'est normal. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné 5... il est carrément coincé en fait. Voilà. Mais donc les conseils que vous donnez, en réalité, donc cette application on a 5 est petites utile. règles, Oui. 5 petites règles qui sont d'avoir les mains propres, de ne pas passer trop de temps devant l'écran, et tout ça sont liés à des petits animaux qui sont liés à un petit jeu. Donc c'est pour les enfants de 3-5 ans, c'est vraiment pour essayer de leur inculquer des petites règles, mais on ne dit jamais le mot règle. Donc tout est vraiment... Et c'est beaucoup utilisé dans les classes, dans les petites classes. Oui, c'était pour un usage familial, et en fait il se trouve que nous avons des retours d'enseignants
enseignants qui l'utilisent en classe. Et dans les enfants que vous avez rencontrés aujourd'hui, donc il y en a beaucoup qui, j'imagine, connaissent déjà l'utilisation d'une tablette. Quelques-uns, et qui savaient dire beaucoup, exactement la génération de mon iPad. Ouais. C'est-à-dire, mais ça, c'est un iPad 3, c'était très impressionnant. Et ce n'est pas une crainte, Ahmed Medoun, qu'on peut avoir quand même, c'est la fracture numérique, donc des enfants, bon, 700 tablettes, c'est pas non plus tous les enfants de l'école qui vont pouvoir utiliser une tablette, il y en a qui en ont à l'école, à la maison, il y en a qui n'en ont pas à la maison. C'est vrai que la démocratisation dans l'accès au numérique, c'est une préoccupation qui est devenue tellement importante dans les politiques, certainement en Belgique et certainement à l'école, que cette fracture commence à disparaître. La question de la connexion est devenue plus problématique. Et puis il y a des pays qui ont innové par rapport à ça. Regardez l'Inde par exemple. Ils ont inventé une tablette extrêmement démocratique. Et donc oui, je crois que d'ici quelques années, plus il y aura de demandeurs, plus les prix sur le marché vont diminuer. Et donc oui, le soir, il y a quelques jours, publiait déjà les perspectives de vente sur le marché belge. Oui. Elles sont extraordinaires. Et on sait que c'est probablement ce qu'on va trouver dans la hotte de Saint-Nicolas et de Père Noël. En tout cas, c'est ce qu'on disait aussi prochainement. Vous disiez avant l'émission que vous receviez un dictionnaire. Ben maintenant, c'est une tablette. Oui, Saint-Nicolas, c'était ça. Mais je suis très tactile avec le papier. Voilà, merci à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir. Donc, il y a un site internet pour Côte que l'on vous donne à l'instant, voilà, pour découvrir un petit peu ces applications que vous créez. On découvre maintenant le Pays Basque avec ce festival Fenêtre ouverte sur le Pays Basque. On en parle avec mon prochain invité, juste après avoir vu cet extrait. Voilà, spectacle un petit peu étonnant qu'on voit ici en vidéo. Bonsoir Michel Schoenbrot. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la Fédération des Jeunesses Musicales. Bienvenue. Ce qu'on vient de voir, c'est la compagnie Koukaï, qu'on pourra d'ailleurs applaudir au Riche-Clair dimanche. C'est quoi? C'est un projet de danse contemporaine, normalement en extérieur? Non, pas du tout. Donc, en fait, la compagnie Koukaï a plusieurs projets. Celui-ci en est un, sur Batza. Il sera présenté en région liégeoise. Et puis, il y a une communication qui, lui, est vraiment un spectacle en salle avec beaucoup d'effets techniques, beaucoup de lumière, mais aussi assez interdisciplinaire, et qui est en fait un mélange entre la danse traditionnelle basque et comment elle a évolué vers la danse contemporaine. C'est vraiment une fusion qui permet de repartir à la fois des racines jusqu'à maintenant sur le thème justement de la communication et de la communication. Voilà, parce que ce festival, en fait, c'est entre tradition et modernité. Absolument. Donc, on ne visait pas à porter un regard nostalgique sur le passé de la culture basque, mais la culture basque a des racines importantes à travers notamment la langue, et ces racines-là, en fait, restent, je veux dire, fondamentales dans l'identité de la région et dans l'identité des gens qui la composent. Et donc, on voit que ça se traduit à travers tous les projets, même en rock, on aura un DJ qui va aussi aborder la manière de travailler DJ en électro-folk. Donc, il y a vraiment une démarche qui part des racines et qui arrive à aujourd'hui, maintenant. Oui, donc pour une culture qui est, on peut dire, entre guillemets, une culture qui est plus en danger, j'ai envie de dire, pour cette langue basque et cette culture basque, il y a toujours ce besoin quand même de revenir aux racines pour après s'en éloigner, mais on part toujours de là. Oui, absolument, mais disons, ce qui m'a frappé en allant là-bas, en découvrant les artistes, c'est aussi découvrir le fait que l'art, il est dans la rue, il est au quotidien, chez tous les gens, chez les citoyens, et on danse, on chante et on joue de la musique, mais depuis le plus jeune âge, partout, dans toutes les familles, le dimanche,
les citoyens se rassemblent en ville, ils prennent l'apéro et il y en a un qui commence à chanter et puis finalement les gens s'arrêtent dans la rue et ça constitue des chorales entières de manière tout à fait spontanée comme ça, parce que cette culture musicale, elle est une manière de dire j'existe, je suis moi et je fais partie d'un collectif, d'un groupe. Alors, parmi les artistes qui sont invités, donc il y a Juan Marie Beltrán. Voilà. Qui est cet artiste? On va en voir un extrait dans un instant, mais parlez-nous de lui. Alors Juan Marie Beltrán, c'est un être tout à fait exceptionnel. C'est vraiment le maître de la culture, de la musique traditionnelle basque depuis des dizaines d'années, parce qu'il est quand même assez âgé, je ne vous dirai pas son âge, mais depuis des dizaines d'années... La musique, de toute façon, rend jeune. Oui, Elle tout conserve. à fait, ça conserve. Mais depuis des dizaines d'années, il fait du collectage, c'est-à-dire qu'il va dans les petits villages, il va dans les fermes, il va rencontrer les anciens, et il enregistre les chansons, il enregistre la musique, il enregistre les instruments, qui est une musique finalement qui n'est pas écrite, et donc qui disparaît avec évidemment ses interprètes. Et lui, il maintient ses racines, il maintient cette histoire, et il la transmet. Il a ouvert des écoles à la fois d'instruments, à la fois de danse, à la fois de musique ou de chant, et il transmet toutes ces racines-là à la nouvelle génération qui se les approprie et qui les réinterprète à sa façon. On va voir un extrait si vous voulez bien, je vous interromps, et puis on continue à en parler de Juan Marie Beltrán. Arantzazura nua, hainere poza, hantxen ikusiko de fraile kaskamotza, rau, 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 hainere poza, rau, 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 fraile kaskamotza. Juan Marie Beltrán, c'est celui qui est en rouge avec une barbe que l'on voit sur les images. L'instrument qu'on vient de voir, c'est un instrument dont on doit parler. Il s'appelle le chalaparta, je crois. Exactement. Que je prononce bien. Vous parlez basque. Ouais, c'est fait. Donc c'est le X des ch. Et donc en fait, c'est une sorte de xylophone géant comme ça. Oui. Et donc ça, c'est vraiment un instrument traditionnel. Écoutez, l'origine, en fait, elle est toute simple. Ce sont les charpentiers, lorsqu'ils construisaient les chalets dans la montagne, sur le temps de midi, la pause, etc. Là-bas, je vous disais, la musique, elle est présente partout, et donc sur cette pause-là, ils avaient envie de faire de la musique, et ils ont fait ça avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire des bouts de bois sur des bois de charpente. Et c'est là qu'est née la chalaparta. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de ce festival, eh bien, l'artiste, cet artiste basque, va faire un don de chalaparta au MIM, au Musée des instruments de musique. Exactement, parce que ça n'existe pas encore au MIM, et donc il va effectivement faire cette donation le vendredi 29 à 18h30, et d'ailleurs c'est accessible gratuitement pour tout le monde. Donc, il va faire une démonstration en même temps. Il va faire une démonstration, et puis surtout il va aussi tourner sur Bruxelles dans beaucoup d'écoles, et il va aussi organiser des workshops, un à Point Culture et un au MIM, où il va permettre aussi au public de venir découvrir l'instrument en le pratiquant. Donc évidemment que le jeune public est associé, puisque c'est organisé par la Fédération des jeunesses musicales, donc toutes les écoles auront l'occasion de découvrir un petit peu cette culture basque, donc on l'a dit, entre tradition et modernité. Merci Michel Schoenbrod d'avoir été notre invité ce soir pour en savoir un petit peu plus sur le programme de ce festival. Il suffit de visiter le site internet des jeunesses musicales. On poursuit en chanson avec un chanteur bruxellois, il s'appelle Getch Gaetano. Il signe déjà son deuxième album qui s'appelle Chansons pour les clous. On regarde ce petit portrait avant de l'accueillir. Tout en récréation, tant pis si on n'a pas de pension. Tout en récréation, le maître mot c'est égayant. Tout en récréation, la vie est courte, allons, allons. Tout en récréation. Depuis toujours, il veut être chanteur. Un rêve de gosse, devenu certitude. Gaetano a commencé dans la rue avant de trouver le chemin de la scène. Depuis, il écrit, il donne des concerts et ne cesse d'écrire. Après un premier album intitulé Le combat ordinaire et plusieurs années où il va à la rencontre du public, il sort son deuxième album, Chansons pour les clous. Il y a dans tes gestes et toutes tes questions quelque chose qui fait que je me dis c'est toi. Il y a dans tes doutes et tes hésitations quelque chose qui fait que je t'aime comme ça.
Voilà, Getch Gaetano, bonsoir. Bonsoir. On dit Getch Gaetano maintenant, plus Gaetano Getch tout court. Gaetano, Getch, voilà. c'est un petit peu le surnom que tout le monde vous donne en fait. C'est le surnom que pas mal de potes me donnaient à la base. Et c'est surtout j'ai un jour reçu un coup de fil où un programmateur me demandait si je pouvais venir à un festival de chansons italiennes. Alors je me suis dit qu'il valait peut-être mieux que je rajoute un Getch devant. Oui, ça peut prêter à confusion en effet. Voilà. Un album, un deuxième album, enfin, on a peut-être envie de dire vraiment le vrai album après, qui avait été fait peut-être de manière un petit peu plus artisanale. Donc vous êtes entré en studio et puis vous avez découvert une autre facette du métier. Oui, c'est-à-dire que le premier album, ça reste un premier album avec le peu d'expérience qu'on avait en studio. Et le deuxième album est quand même beaucoup plus abouti parce qu'on a tiré des conclusions des erreurs qu'on avait fait avec le premier. Et voilà, donc je pense que c'est une évolution considérable. Et puis surtout cette année de scène, cette année pendant laquelle vous avez eu l'occasion d'écrire aussi de nouvelles chansons, d'élargir le répertoire et puis surtout de les tester sur le public. Et de les rôder sur scène et de les tester effectivement. Et donc de choisir celle qui fonctionne le mieux. Oui, et surtout de voir comment les gens réagissent aux chansons. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le contact avec le public après, et puis entendre ce que les gens disent par rapport aux chansons. Et puis, il y a des commentaires qui reviennent, et en fonction de ces commentaires, on peut savoir si une chanson est efficace ou pas. Alors, on le dit là dans le petit reportage, vous écrivez beaucoup, vous êtes prolifique en fait, vous avez besoin d'écrire. Vous parlez de quoi en fait Surtout des émotions que je ressens par rapport à ma vie personnelle, mais toujours avec le souci de raconter des choses qui peuvent résonner chez les autres. Donc voilà. Et, il y a des textes à la fois très intimes et des choses effectivement un peu plus... où c'est un regard sur la société. Oui, il y a plusieurs types de textes, je dirais. Il y a des textes plus intimes qui sont plus dans la profondeur, avec des textes parfois un petit peu durs, dans le sens où ce sont des textes qui peuvent parler de la maladie ou de l'absence d'un père. Et il y a des textes qui sont plus dans le cynisme ou la dérision et le comique. Parce que c'est vrai que si je fais que des chansons profondes, un peu tristes, je n'aurais pas beaucoup de gens. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Et en fait, sur scène, là, c'est ça qui marche bien avec le public. Oui, c'est ça. Et c'est aussi cette alternance entre les chansons plus drôles et plus profondes, plus sentimentales. Voilà. Alors, vous avez commencé dans la rue, comme chanteur de rue, avant de finalement avoir l'occasion de monter sur scène, mais vous n'avez jamais vraiment totalement arrêté ce côté chanteur de rue comme ça. Vous continuez encore? Mais j'aime cette démarche où ce n'est pas le public qui vient à moi, mais où moi je vais au public. Je trouve que c'est une démarche poétique et qui me plaît, et je continuerai à faire ça. Voilà. Et comment les gens réagissent quand ils vous croisent en rue? Ils s'arrêtent, ils écoutent. Il y a des gens qui restent parfois pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis il y a des gens qui achètent les CD. Et puis il y a des contacts qui se créent. Et il m'est arrivé aussi de décrocher des concerts comme ça, de rencontrer un programmateur dans la rue par hasard. Et voilà. Et donc, Chanson pour les clous, c'est le titre de ce nouvel album. Oui. Quand on écoute la chanson, on a un peu l'impression que ce métier, c'est pas un métier sérieux, c'est comme ça que votre entourage, il vous donne cette impression-là, que vous êtes un peu un saltimbanque, vous faites pas quelque chose de sérieux? Je pense qu'il faut rester professionnel, voilà. Donc ça dépend de ce qu'on appelle être sérieux ou pas. Il y a des moments où effectivement on peut être un peu saltimbanque, mais ça doit rester professionnel. Et ça, je veux dire, le public le ressent. Si on fait des concerts juste comme ça pour rigoler, en n'étant pas sérieux, ça tient pas. Donc effectivement, il faut travailler, c'est beaucoup de travail. Et, voilà, comme un certain disait, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration, et voilà. Et puis la volonté aussi d'en vivre, de vivre de sa musique. Oui, surtout la volonté de continuer à développer cette activité-là. Voilà. Alors, Chanson pour les clous, c'est aussi le titre phare du nouvel album, mais que vous allez présenter. Donc, ce sera vraiment la présentation de l'album. C'est lors d'un concert au Centre culturel d'Auderghem qui aura lieu le 19 décembre. Et Chanson pour les clous, vous nous avez proposé de nous le faire découvrir en live. Et nous, on aime bien ça, quand vous chantez comme ça en live. Alors, voilà, je vous propose de prendre la guitare et on se quittera d'ailleurs sur cette chanson. Ce qui est l'occasion donc pour moi de vous dire au revoir, de vous fixer rendez-vous demain pour un nouveau numéro de M. On se quitte avec Chanson pour les clous de Getch Gaetano. T'as un petit peu tendance à penser trop que tu sais tout, mais
Moi je t'aime quand même avec tes défauts malgré tout. Tu as si te banni de vouloir tout parfaire partout. La perfection est imparfaite, elle n'est pas un atout. Je voudrais te voir dans le lit, cela sans dessous, pour que l'on puisse régler nos affaires sans dessus-dessous. Dans le fauteuil d'en bas, tu lis ton livre et tu t'en fous. Moi avec ma guitare, je chante des chansons pour des clous. Pour des clous. T'as un petit peu tendance à penser trop que tu sais tout. J'ai un petit peu tendance à penser que je sais rien du tout. À deux nous complétons le plus beau des couples de fous. D'autres diraient pareil, oui mais cela nous on s'en fout. Tu ris en rigolant avec un sourire sur la joue. Quand je fais des bêtises pour te séduire comme un filou. Dans la pièce d'à côté tu te maquilles, tu t'en fous. Moi avec ma guitare je chante des chansons pour des clous. Pour des clous. T'as un petit peu tendance à penser trop que tu sais tout. Avec ma tête de piaf je fais le comique à dessous. Tu défends tes idées en ayant des avis sur tout. Moi je mets tes fesses que je qualifie de bijoux. La vie est une histoire à laquelle nous avons